Oui, je vous appelle pour avoir un rendez-vous pour une victime de violence conjugale dont l'époux est en garde à vue dans nos locaux. Du physique et du psy. Oui, et je vous mets garde à vue en cours pour les ITT psy. Donc la première, c'est pour les blessures. D'accord. Hein? Merci. Et la seconde, c'est pour le retentissement psy. Vous voyez, vous avez l'adresse ici. Hein? Difficile de franchir le pas, d'oser briser le silence pour les victimes de violences conjugales. Quand elles portent plainte contre celui avec lequel elles partagent leur vie, leur désarroi n'est pas toujours entendu. C'est pourtant essentiel, mais encore trop rare. Nous avons choisi d'être avec celles et ceux qui sont à l'écoute. Alors, vous dites que vous étiez, donc aujourd'hui, à 8h30 du matin, vous étiez au domicile et il a usé de violence. Qu'est-ce qui s'est passé le matin pour que... En fait, c'est la veille. Alors, la veille. La veille, en fait, moi, je dors dans le salon avec ma fille. Et il est très, 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 très insultant. Enfin, que j'étais qu'une mère, que ma mère était ceci, que... Voilà. Alors, quand il s'est mis à vous frapper, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Coup de poing. Un coup de poing ou plusieurs ou un coup de poing? Un coup de poing sur l'épaule. Ensuite, il a pris sa chaussure, il m'a donné des coups. Et il allait frapper la tête, mais j'ai mis mes mains sur ma tête. Parce que moi, je suis tombée sur le canapé. Il a pris sa chaussure et il me donnait des coups sur moi. C'était 3-4 coups. Il m'a craché à la figure. Et vous portez des coups avec la chaussure où? J'étais comme ça, donc là, sur l'épaule, là. Et moi, j'essayais de calmer les choses pour que ma fille... mais ma fille a tout vu, ce qui m'a... Je me protégeais en mettant... Je me protégeais le visage? Oui, en mettant mes mains sur ma tête. Vous voulez un petit verre d'eau? Merci. Non, mais je suis très bien entourée. J'ai des amis psy, j'ai des amis... Je suis très très bien entourée, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée de sa présence, de ses mots, de sa violence. Je suis fatiguée parce que... Et je vois ma fille qui en souffre énormément parce qu'elle aime énormément son père. Et je me dis, mais... Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Est-ce que ça va être la même chose pour lui? C'est-à-dire qu'il va repasser devant le juge, ils vont le condamner, il n'aura rien, donc il partira à l'étranger. Et ma fille m'en voudra toute sa vie, quoi. Mmh. Elle vous en voudrait de quoi, votre fille? Ben je sais pas, que son père parte à l'étranger et qu'il ne revienne plus, et qu'elle ne le voit plus, j'en sais rien, je sais plus. Moi, je pense qu'à ma fille, je pense même pas à moi, c'est ma fille le plus important. Et pour que votre fille soit bien, il faut d'abord que vous soyez bien. Au départ, hein? Oui, mais là, aujourd'hui... Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'il rentre à la maison. Pour l'instant, aujourd'hui, il est avec nous. D'accord? Il est avec nous. Et demain, je ne veux pas qu'il rentre à la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour l'instant, déjà, nous, on va traiter la partie judiciaire. Hein? On va l'entendre, déjà, parce que lui aussi, il a des choses à dire. Et puis, en fonction de tout ça, on va rappeler le magistrat. Et le magistrat va décider. D'accord? Pour l'instant, on essaie de... Je prends votre plainte pour monter une bonne procédure de façon à ce que ça tienne au niveau du tribunal. Parce qu'il faut penser à la suite après. D'accord? Alors ça, ce sont les piles de courrier. Je reçois à peu près ça tous les 2 jours. Ce sont des courriers qui concernent uniquement les violences conjugales. C'est-à-dire violences sur époux, sur conjointe ou ex-conjointe. Je traite, moi, tout le courrier de violence conjugale. Donc j'ai une vue globale sur ce type de contentieux. Je traite tous les dossiers d'instruction, je vais aux audiences et je vais aux assises. Et je règle tous les dossiers d'assises, quoi.
beaucoup d'idées. D'accord. Donc, ce sont des faits qui sont passés. J'ai des faits de violence volontaire qui sont passés le 8 avril 2011 avec une incapacité totale de travail de 28 jours. C'est énorme. C'est énorme. Donc, elle dit, j'ai été projetée sur le mur de l'entrée avec le dos qui a cogné le mur et je suis tombée au sol. J'étais sur le côté gauche, la tête vers la porte d'entrée. Il s'est approché du nouveau. J'ai senti tout son poids sur moi. J'ai senti le crack sur mon pied. J'ai oublié de vous dire qu'au début de la dispute, j'avais mon portable en main, mais il me l'a pris pour qu'il n'appelle pas les secours. Donc, elle décrit les violences. Donc, évidemment, la douleur insupportable. Le bébé qui pleure. Elle rampe vers le canapé, enfin j'imagine la scène. Elle prend le petit. Lui, il dit qu'elle a chuté. Alors que lui se trouvait au travail, donc il conteste les faits. Elle a glissé. Et je lui ai proposé de la conduire à l'hôpital, elle a refusé. Voilà. Il ne sait pas pourquoi elle dépose plainte. Elle est tombée lors du déménagement, elle boitait déjà, et sur les ecchymoses, je ne comprends pas. Donc là, de toute façon, ça va aller devant le tribunal. Dans l'analyse médicale, on ne sait pas si ça peut être... Il n'y a pas d'éléments qui nous disent que ça ne peut pas être une chute, c'est manifestement ou forcément des coups. Donc il faut que je vois, en réalisant plus précisément la procédure, si ça suffit pour aller devant une juridiction ou pas. Si ça ne suffit pas, si on ne peut pas avoir d'éléments complémentaires sur le plan médical, parce qu'on n'a pas de témoin ni rien, et que c'est vraiment, il n'y a pas eu de confrontation, il faut que je fasse compléter la procédure pour que ça aille devant une juridiction et que ce soit en état. Il ne s'agit pas non plus d'aller devant une juridiction et d'avoir une décision. C'est peut-être une relaxe, hein, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a rien fait, enfin j'en doute, mais voilà, c'est le tribunal qui décidera. Mais en tous les cas, il faut que moi je fasse le top, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un dossier complet pour pas que la dame ait l'impression qu'on l'a envoyé, que c'est une violence supplémentaire d'aller devant le tribunal et d'essuyer une relaxe, alors qu'elle dit qu'on lui a cassé le pied avec une unité très importante de 21 jours. Donc il faut vraiment, même si ça prend un petit peu plus de temps, que je complète le dossier, que j'ai une confrontation, éventuellement des témoins en entendant la famille et sa famille à lui aussi. Il faut que ce soit contradictoire et voir si les médecins peuvent me dire si c'est susceptible de correspondre à une fracture de chute. Je ne vois pas comment on peut se casser pied en glissant. Mais bon. Bon, on est quand même là, alors, donc, pour des menaces de mort. Donc, on va revenir aux menaces de mort. Hein ? Donc, je vais vous poser une petite question, une ou deux petites questions. D'accord ? Est-ce que vous insultez votre épouse depuis votre retour ? Non, non, je lui parle pas. On se parle pas. On se parle, j'essaye de répondre et elle me parle elle m'agresse directement. Non, nous ne parlons pas, nous parlons pas, d'accord, c'est ça ? Elle ne me parle pas et quand j'essaye de lui parler, elle me répond soit en m'agressant, soit en me battant froid, comme on dit. Est-ce qu'elle vous a fait part qu'il serait préférable que vous vous quittiez ? Mais ça fait longtemps que nous avons décidé que moi, je lui dis qu'elle peut s'en aller si elle n'est pas d'accord avec nous, puisque c'est moi qui ai trouvé cet appartement, puisque c'est moi qui ai fait toutes les démarches pour l'avoir. Attendez, cela fait longtemps que nous avions décidé de quoi ? De nous séparer. Et donc, cela fait longtemps, et pourquoi vous êtes toujours ensemble ? Pourquoi vous êtes pas quittés, en fait ? Le nœud du problème est l'appartement. Voilà, et c'est notre enfant que je ne vais pas laisser comme ça. Voilà. Alors moi j'en suis à votre concubine déclare que vous l'insulteriez en la traitant de grosse connasse, de pute, de salope. Si t'es pas content, dégage, tu peux crever la bouche ouverte, je te pisserai dans la bouche.
Alors? Jamais je ne me suis exprimé comme ça, et c'est le prétexte qu'elle prend tout le temps pour me dire que je vais partir, que je vais aller en prison. Je ne m'exprime jamais comme ça. C'est le prétexte? Qu'elle prend pour me dire tu vas aller en taule. Et encore une fois, j'ai du mal, moi, à comprendre que, quoi qu'elle dise, c'est paroles d'évangile, et moi, j'ai toujours tort, en fait. Je peux rien dire, je ne peux pas m'exprimer, je peux pas porter plainte, je peux pas faire de... Et je me retrouve convoqué devant des juges qui me disent, vous avez fait ci, ça, ça et ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, je vais juste... Monsieur Benaki. J'en ai marre. Je peux comprendre. Vous voulez un verre d'eau? Monsieur Benaki, vos déclarations étant divergentes par rapport à celles de Madame Clément. Donc il va falloir que j'organise une confrontation. Ah oui, donc c'est moi qui vais rester ici pendant qu'elle est en train de se promener tranquillement. C'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup, et que moi je me retrouve en garde à vue, alors que elle fait n'importe quoi, et donc elle peut se promener tranquillement. Et vous trouvez ça tout à fait normal. Je vais chercher votre audition. Elle a ce qu'elle veut, hein. Mais c'est quoi ce qu'elle veut exactement? Parce que Elle veut partir de l'appartement. Bah ouais, pourquoi? Alors donc, madame a fait l'objet de violences conjugales, et là, le 18-2, il la menace de mort, il lui dit, si je te retrouve, si je me retrouve sans cet appartement, je te ferai la peau à plusieurs reprises. Ouais. C'est quoi, lui? Alors bien sûr, monsieur nie les faits, il dit qu'il n'a jamais menacé madame, il dit qu'il n'insulte pas madame, et qu'au contraire, c'est madame qui l'insulterait. D'accord. C'est le domicile de qui, hein? C'est le domicile des deux. D'accord. Et il n'y a pas de témoin, non? Non, ils sont que tous les deux quand les faits se produisent. Ils ont un enfant, mais l'enfant a 7 ans, 6 ans et demi. Qu'est-ce que ce soir vous pouvez faire l'enquête de voisinage ou pas, non? Ah oui? D'accord. Écoutez, je vous passe le greffe donc pour la prolongation, ou alors à ce moment-là, vous appelez demain pour la prolongation. Je vous appelle demain à 9h? Ouais, parce que là ça fait un peu tôt pour prolonger. Oui, c'est pour ça. Comme ça, moi, donc vous notez enquête de voisinage, vérifier s'il y a des témoins aussi auprès de qui elle se serait confiée, attente de l'ITT psychologique, confrontation et recherche sur l'ordonnance de protection. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous vous plaignez de quelque chose? Oui, au niveau du cou. J'ai très mal à mon cou. J'ai mal au manche. De ce côté-là, j'arrive pas à prendre mon fils. Quand je porte, ça me fait mal. Quand je tousse, ça me fait mal. D'accord. Au niveau du cou, c'est en courbaturé arrière partout. Tout le le cou. Quand vous avalez, ça vous fait mal? Non. Ou c'est vraiment juste quand vous bougez? Là, quand je bouge. D'accord. Ça vous fait mal. J'ai quand même réussi à me faufiler dans le couloir pour récupérer mon fils qui était avec son vélo. En fait, mon idée était simplement d'aller faire une main courante parce qu'il m'a toujours signifié qu'il me mettrait une balle dans la tête si jamais j'allais porter plainte. Est-ce que vous vous sentez coupable? De pas comprendre. Vous avez un sentiment de honte par rapport à cette situation ou d'en parler? D'irresponsable. De ne pas savoir gérer, de me dire que je suis con, pourquoi j'aime, voilà, et pourquoi je suis amoureuse, et pourquoi j'arrive pas à m'en défaire, et voilà, quoi.
Vous avez peur de lui? De ses réactions, de ses phrases assassines, ouais. Ou de ses mimiques quand il veut m'intimider pour m'ordonner. C'est ça qui me fait peur. Vous l'aimez toujours? Oui. C'est contrainte et forcée, quoi. Je veux dire que je suis même pas sûre d'aller jusqu'au bout. Je vous dis franchement, là je viens, j'ai porté plainte, mais le problème il est là. Il est là. Vous risquez de retirer votre plainte. Parce que vous tenez à lui. Ouais, c'est ça le problème. Il y a marqué retrait de plainte. Mais le retrait de plainte ne signifie absolument pas l'abandon des poursuites. D'ailleurs, même s'il n'y a pas de plainte, s'il y a une simple main courante, et si les services de police ou de gendarmerie considèrent qu'il y a quelque chose d'important ou de grave, on me le transmet. Donc le retrait de plainte, dans plein d'infractions, quand il y a une retrait de plainte, notamment les atteintes aux biens, on classe, on ne regarde même pas. Là, comme le retrait de plainte, c'est quelque chose qui ne caractérise pas les femmes en général, mais qui est quasiment un élément constitutif de ce type d'infraction, c'est-à-dire que les femmes hésitent, elles reviennent sur leur plainte, même devant le tribunal, elles reviennent sur leur position. Il ne s'agit pas de considérer que c'est pas de l'ambivalence, c'est juste de l'hésitation par rapport à une situation matérielle ou affective difficile. Aujourd'hui, on considère, et depuis quelques années, mais pas depuis longtemps, que le retrait de plainte n'est pas un motif de classement. Et je dirais même plus, on a pu considérer à un moment que ce n'était pas forcément un motif de classement, et aujourd'hui, on considère que c'est jamais un motif de classement. Donc ils entraînent une relation, c'est ce que me dit l'enquêteur, qui n'est faite que de rupture et de conciliation. Donc c'est tendu. Donc au moment de la plainte, ils s'étaient séparés, et voilà. Donc elle a déposé plainte, le monsieur est entendu sur les faits, il les reconnaît, il explique que l'altercation s'est passée chez lui, il est accompagné de madame, et depuis, ils revivent ensemble. Voilà, donc c'est un truc classique, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble, il y a des ruptures et il y a un climat de violence. Donc madame confirme le souhait de retirer sa plainte et elle a une ITT de 3 jours. Donc c'est quand même important. Donc on met anxiété, griffure, bras gauche, main gauche. Donc là, de toute façon, il faut que je vois quels sont les antécédents. Donc, s'agissant de ces faits-là, ce que je vais probablement demander, c'est que, premièrement, il y a un rappel à la loi. C'est-à-dire qu'on dise au monsieur, si jamais il y a des nouveaux faits, vous serez poursuivi. Ça pour moi. Parce que je considère que, s'agissant d'une... en tous les cas, pour moi, hein, elle n'évoque pas dans la procédure, d'après ce que j'ai vu, des violences antérieures. S'agissant d'un fait peut-être unique, peut-être pas, j'en sais rien. Où il y a comme ça un climat de séparation, de vie commune, etc., il est plus pertinent pour moi de donner un avertissement solennel, de mettre madame en lien avec une association qui va pouvoir la guider s'il y a d'autres difficultés, ou l'informer sur ses droits si elle ne les connaît pas, et de garder une trace comme ça, puisque systématiquement je regarde s'il y a des antécédents et je fais sortir les dossiers, même qui ont été classés, pour voir... s'il y a de nouveaux faits, comment je poursuis. Un rappel à la loi de mise en cause. C'est un rappel à la loi et c'est un avertissement pour que vous compreniez bien que s'il y avait des plaintes, des nouvelles plaintes de votre femme ou de quelqu'un d'autre, peu importe, à votre égard pour des faits de violence, on ressortira ce dossier-là. Et on verra que ce n'est pas la première fois qu'on dépose plainte contre vous. Et là, il y aura un juge qui ira voir pour trouver la vérité. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Je comprends parfaitement. Donc le fait d'avoir écrit au préfet
Le fait d'avoir écrit au procureur de la République, le fait d'avoir écrit au ministère des Affaires étrangères pour expliquer que madame est venue pour un mariage gris, on considère malgré tout qu'elle pourrait dire la vérité quand même dans ces histoires de violence. D'accord. Ok. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été renvoyé à la Maison de justice et du droit pour faire un rappel à la loi, pour s'assurer que vous connaissez bien la loi. D'accord. Je pense que vous la connaissez, mais je vais quand même vous la rappeler. D'accord. Donc c'est l'article 222-13 du Code pénal qui dit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, sont punies de 3 ans d'emprisonnement, de 45 000 € d'amende, lorsqu'elles sont commises sur le conjoint, vivant habituellement au domicile. Voilà, donc ça, c'est important que vous l'entendiez, même si vous dites que vous n'êtes absolument pas coupable de ces violences que votre femme vous accuse. D'accord. Comme je vous ai dit, on a un pavillon ensemble. Voilà. C'est délicat, les traites, il faut les payer. Oui. Et puis perdre un bien du jour au lendemain, voilà quoi. Donc ça veut dire que vous viviez toujours ensemble, vous êtes toujours ensemble. Et alors comment ça se passe? C'est pour ça que je vous ai reconvoqué, pour savoir, parce que j'étais pas très sûre que ça allait bien se passer. J'avais bien compris que vous pourriez pas partir comme ça Enfin, lui, il ne pourrait pas partir comme ça parce qu'il faut vendre la maison. Non. Donc j'aimerais savoir, depuis un mois, là, comment ça se passe, la vie commune? Je vais au travail comme tous les jours, et puis quand je rentre, s'il y a quelque chose pour les enfants, on se parle, sinon je refuse de lui parler. J'ai pas envie de... Ok, donc vous parlez plus? Non, j'ai pas envie. Et il n'y a pas eu de nouvelles violences? Non. Et de nouvelles agressions, même verbales? Vous vous sentez pas en danger? Je sais pas combien de temps on sera encore ensemble dans le pavillon. Voilà, mais c'est bien pour ça que je vous reconvoque aujourd'hui. Maintenant, je peux pas vous dire que je suis en danger. Je ne le suis pas. Mais il peut y avoir une autre situation qui... Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, écoutez, je vais le recevoir, vous patientez, et je vous revois après. Ok? Donc, ce que vous me disiez le 15 mai 2013, que vous souhaiteriez, enfin que vous affirmiez quitter le domicile conjugal dans les semaines qui viennent. Oui. Et mes filles. Ça, vous ne le faites plus, ça. Qui c'est qui va s'en occuper? Non, mais c'est ce que vous aviez dit, que vous aviez signé la dernière fois. Mais on en dit plein de choses, madame. On dit beaucoup de choses. Donc vous avez changé d'avis depuis la dernière fois? Pour l'instant, je suis bien à la maison avec mes filles, oui. Bon, écoutez... Oui. Et procureur, qu'est-ce qu'il en a dit? Parce que la première fois, je suis venu, vous avez dit que vous allez en parler avec le procureur. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, la décision, elle n'est pas prise, justement. C'est pour ça que je vous ai reconvoqué un mois après, pour voir comment la situation évoluait. Oui. Et m'assurer que votre femme n'était pas en danger. Oui. Non, je vous le dis, monsieur, vous aviez entendu le rappel à la loi, c'est bien noté, les risques si les faits qu'elle a dénoncés étaient un jour prouvés devant un tribunal, vous risquez d'aller en prison. Ça, je vous l'avais bien expliqué, et je pense que vous l'aviez compris. Oui. Bon. Mais quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, est-ce qu'on risque d'aller en prison aussi? Non, certainement pas. Monsieur, ça sera au tribunal. Oui. Monsieur, ça sera... c'est toujours dans le même sens, madame, excusez-moi. Non, ça sera au tribunal de le prouver. Ici, je vous l'avais dit qu'on n'était pas devant un tribunal ici. Oui. Non, mais il faut voir. Regardez, vous l'avez vu, ma femme, là? Elle est malheureuse, hein. Elle est battue et tout. Non, écoutez, arrêter, chère madame. Non, écoutez, monsieur. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont battus. Ça, je dis pas. On n'en parle pas des gens. Là. Oui. Bon, on regrette tous les deux, on va dire. Hein. On pensait pas qu'on allait en arriver là, que ça allait arriver là, quoi, alors que c'est parti de rien du tout. D'accord. Ouais, vous êtes toujours on est ensemble, on a des projets de vacances là. Ok. Donc ça va, quoi. Je vous dis, ce jour-là, c'est vrai, j'ai mis une claque. Et moi, je pensais bien faire, en plus. Je pensais bien faire, on va dire, c'était pour qu'elle réagisse, parce qu'elle a crié. Ça ne se reproduira plus, parce que même si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a eu d'autres tensions depuis, je sors de la maison pour éviter, ce qu'il faut faire, justement, pour éviter de s'énerver ou quoi que ce soit, parce que, voilà, d'accord. Là, vous êtes en maison de justice parce que vous avez un casier judiciaire vierge, donc vous n'avez jamais été condamné par un tribunal.
Et donc l'objectif de la maison de justice, c'est de ne pas sanctionner, de ne pas appliquer au sens strict le code pénal. Donc comme vous l'avez vu, on a d'autres moyens. D'accord. Mais donc il ne faudra pas que ça recommence. Il n'y a qu'un seul passage en maison de justice. La prochaine fois, donc ça sera au prochain dépôt de plainte. Ce que je n'espère pas, il y aura forcément des poursuites devant le tribunal correctionnel et ce dossier-là pourrait ressortir. D'accord, je ne me représenterai pas devant vous. Non, croyez-moi. J'espère bien. Donc, je reconnais mes faits. Alors, vous aviez en matière de violence, quelle violence avez-vous exercée? J'ai porté main. J'ai porté main à son encontre. À son encontre à deux reprises. À 2 reprises. Si je ne me trompe pas. Et la violence physique est arrivée quand? Dernièrement. Dernièrement? Oui, c'est dernièrement. Dernièrement, c'est-à-dire? Exactement, il y a un mois. Il y a un mois. Donc vous êtes mariés depuis 2008. De 2008 à 2012. Il ne s'est rien passé. La violence, non. C'était juste le harcèlement, les insultes, tout le temps. Pas de bousculade? Non. Non. Non? Il arrive à... C'est vrai, avant, il arrive à... On va dire à se contrôler. Là, quand j'ai décidé de dire non, ça y est, je veux changer ma vie, je veux travailler, je veux faire ça, je veux faire ci, le monsieur, il s'énerve, voilà. Et il s'énerve et ça se traduit comment? Comme ça, comme le jour où il m'a poussé, quand je suis tombée sur mon dos. Oui. Voilà. Donc ça, c'était le 3 février. Ouais. Mais il y a eu de la violence avant. Avant le 3 février, il y a eu de la violence? Non. Non? Attends, je me souviens exactement. Il me taquine, il me prive de la télé, il me prend Internet, il me prend le téléphone. Des fois, c'était des taquineries en fait. Des taquineries? Ouais. Vous appellerez ça comme ça? Exactement, il me taquine comme ça. Pour m'énerver, tout simplement. Il vous provoque nerveusement? Exactement. Quand il vous a greffé? Ça, c'était dernièrement, c'était samedi. C'était dernièrement? C'est samedi, ça. Et avant, il y avait eu aussi un autre fait. Quand il m'a tiré les cheveux? Oui. Oui. Ouais, ça, par exemple, je l'appelle pas des violences parce que voilà, j'ai l'habitude. Vous n'appelez pas ça des violences? Ah, j'ai voilà. l'habitude. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais l'impression, hein? D'accord? Les violences, vous savez ce que c'est, les violences? Qu'est-ce que vous entendez par violence pour vous? Rien que le mot, ça me tue. Les violences, c'est tout ce qui porte atteinte à une personne. D'accord? Qui porte atteinte physiquement et psychologiquement à une personne. Parce qu'apparemment, les violences psychologiques durent depuis pas mal de temps. Et les violences physiques, vous dites qu'elles ont commencé depuis un mois. J'ai comme une impression que ça fait un peu plus longtemps que ça qu'elles ont commencé. Oui. Oui. Même si c'est vraiment de la violence psychologique, ça aussi... La violence psychologique, oui. Mais la violence physique aussi, ça ne fait pas que depuis un mois. On va dire ça, oui, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu nous raconter que 2 faits, mais il y en a un petit peu plus que ça. Vous êtes d'accord pour qu'on en parle un petit peu? Hormis ces 2 faits-là? D'accord? À un moment donné, il appelait dans Paris, de toutes les cabines téléphoniques, il appelait. Je veux te voir. Ou alors il appelle pour la Saint-Valentin. Ah, tu es seule, hein? Tu es vieille. Tu es vieille, hein?
Personne veut de toi, tout pend. Tu es flasque. Tu es moche. Qui va te prendre à part moi? Il appelle, il raccroche, il appelle, il raccroche. Il est comme le serpent, il se met devant ma porte. Est-ce que vous sursentez au moindre bruit, madame? Oui, j'ai peur. Oui. Vous avez le sentiment d'insécurité? Oui, tout à fait, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui. Dès que je l'ai vu, parce qu'il venait rôder dans la rue, et je tremble. Ça s'est passé dans la nuit. Oui. La nuit dernière? Oui. Vous êtes séparés depuis combien de temps? 15 jours. 15 jours. D'accord. Et là, il était revenu au domicile ou comment? Il nous a suivis après l'école. D'accord. Et, il est venu taper à la porte à 20h et de peur, j'ai ouvert du coup. Il a voulu passer la nuit. D'accord. Ok. Et vous l'avez laissé donc passer la nuit? C'est ça. Vous dormiez dans des endroits séparés, dans la même chambre? Comment ça s'est passé? Non, dans un studio avec les enfants. D'accord. Et c'est la nuit qu'il est venu? Oui. Vous pouvez me dire un petit peu comment ça s'est passé? Je lui ai dit que c'était pas faisable dans un studio en présence d'enfants. Et ça l'a mis en colère. Il vous a frappé à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Non, il m'a pas frappé cette fois-ci, mais de peur, je lui ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. D'accord. Et après, il est parti. Qu'est-ce qu'il a... J'ai fait comme si tout allait bien. D'accord. Quand je suis sortie à 8h pour déposer les enfants à l'école, il est sorti en même temps que nous et j'ai refermé la porte. Ok. C'était déjà arrivé dans le passé, ce genre de choses? C'est pas la première fois qu'il vous impose des rapports? Ça fait combien de temps en fait que vous êtes avec lui? Ça fait 8 mois. Et on s'est mariés il y a 3 semaines. D'accord. Et il y avait des violences physiques en dehors des violences sexuelles avec lui déjà? La nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière, il y a eu des violences physiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'acceptait pas que je le quitte. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a donné des coups? C'était très violent? Oui, c'était violent. Surtout devant des enfants. Vous en avez parlé à quelqu'un ou pas du tout de ces violences? Dans mon travail, on s'en est aperçu. Pourquoi? Parce que vous aviez des marques ou parce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Ils m'ont conseillé d'aller déposer une plainte. Ce que vous n'avez pas fait dans l'immédiat? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je sais pas. Mal. Est-ce que vous avez de la famille ou des proches sur Paris ou... Non, personne. Et pendant qu'il était encore là, comment ça se passait? Vous aviez l'impression qu'il vous respectait d'une façon générale ou pas? Oui. Oui, donc ça a été vraiment un changement brutal de comportement et en plus après un mariage, quoi. C'est quand même, vous n'attendiez pas à ça, ça a dû, voilà. Là, vous êtes un peu encore sous le choc de voir ce qui s'est passé.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à déposer plainte? C'était par rapport au fait que ça se passe devant les enfants surtout? Vous saviez que le viol conjugal était interdit par la loi? C'est des audiences un petit peu particulières, hein. C'est vrai que quand on voit comme ça à la barre du tribunal une femme qui se décompose sous nos yeux, qui revit les choses, c'est vraiment horrible, quoi. C'est vraiment horrible, mais on ne doit pas le montrer et on doit prendre des décisions quand même. Et on doit essayer de lui faire comprendre qu'elle est courageuse, que c'est bien qu'elle soit venue ici et qu'on va prendre une décision en prenant en compte les éléments du dossier. Mais enfin, je vous demande d'imaginer la souffrance et l'humiliation de tous, hein, y compris d'ailleurs du mis en cause, quand publiquement, devant tout le monde, puisque ce sont des audiences publiques, quelqu'un s'effondre comme ça. Les grandes questions que j'ai à régler quand je juge, c'est est-ce que ce couple-là va rester ensemble ou pas? Donc je fais venir la dame et je lui dis où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes toujours avec? Parce que c'est très différent. Si c'est un couple qui a vraiment terminé son histoire et qui est en train de se séparer, bon, ben, il y a pas beaucoup de danger que ça recommence, sauf si on se rend compte que le mari ou le concubin est un grand violent. Et dans ces cas-là, il faut prendre des mesures. Mais on a énormément de couples qui n'ont pas forcément décidé de se séparer. On a eu ça ce matin, il m'a pas tapé, je minimise. C'était une dame pakistanaise ou indienne, je sais plus, qui se faisait taper régulièrement par son mari. Et là, il avait tellement tapé que, soi-disant, il y avait trop de bruit dans l'appartement, il était ivre-mort sur le canapé, il voulait que les enfants ferment la télé, il avait commencé par taper sur un enfant, la femme était venue au secours de son fils, et puis ensuite il avait tapé la femme, il lui avait tiré par les cheveux, puis ensuite elle avait tellement eu peur qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Il l'avait menacée, elle était sortie de la salle de bain, évidemment, cette andouille, si je puis dire, et donc là, il avait recommencé à la taper. Alors ensuite, elle s'était réfugiée dans la cave, il avait été la poursuivre dans la cave, ensuite elle était sortie dehors, et il continuait à la taper dehors jusqu'à ce que des gens interviennent. C'était un mari qui était alcoolique, et elle voulait rester avec lui, elle me racontait que c'était pas vrai. Donc je lui fais un grand sourire gentil, je lui dis qu'on va pas l'obliger à divorcer, je lui dis que c'est madame le procureur qui poursuit, que de toute façon on peut rien faire autrement, il faut bien juger. Et puis ensuite, une fois que je l'ai rassurée en lui disant qu'on l'obligerait pas à divorcer, je lui dis bon, alors madame, maintenant vous me dites la vérité. C'est vrai ce que vous avez dit. Et puis elle dit que c'est vrai. Et puis à ce moment-là, on arrive à discuter. Et puis ensuite, ce que j'essaye de faire, parce que le mari voit que ça s'est apaisé, c'est que plutôt que de les forcer à avouer les faits, quelquefois je leur dis bon monsieur, alors c'est vrai ce qu'elle raconte votre femme? Alors bon, d'un certain point de vue, ils sont soulagés. Ils disent oui, c'est vrai, même s'ils ont nié quand ils étaient devant les policiers. Puis là, on arrive à parler sur des bases de vérité. Et on prend les moyens qu'il faut. On a mis en place au parquet de Pontoise ce qu'on appelle les groupes de responsabilisation pour les conjoints violents, qui sont donc des groupes un peu comme ce qui se passe pour les alcooliques, hein, d'ailleurs des groupes d'échange et de parole. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait conforme à l'ordre public. Le but du parquet, le but du tribunal pour ce type de condamnation, c'est d'éviter de nouvelles violences. Moi, j'ai le stress qui monte. C'est quand, le jugement? Le 7, semaine prochaine. Semaine prochaine. Donc, je commence à avoir la pression. Donc, ouais. Voilà. Et vous? Hier, je me suis passé au tribunal. Alors 6 mois de sursis. D'accord. Moi, le sursis mis à l'épreuve. Qu'est-ce que vous en pensez de cette condamnation? 6 mois et 24 mois. Au début, je suis vraiment peur pour 6 mois. Ouais. Quand ils disent 6 mois, vous êtes prisonnier, tout ça, ça me choquait comme ça. Après, ils disent c'est sursis. Ah, d'accord. D'accord. Ma femme, elle est à côté de moi, elle dit 6 mois. Écoutez, j'ai pas fini ma phrase. Elle me dit voilà, 6 mois, mais en sursis. Votre mari, il peut rentrer chez vous.
Mais la deuxième fois, vous êtes direct en prison, monsieur. Vous espérez quoi comme peine, vous? Moi? Ouais. Parce que là, Youssouf dit bien qu'il est soulagé, déjà de ne pas être incarcéré, d'avoir pu rentrer chez lui, enfin voilà. Moi, je sais pas du tout, parce que vu que je suis en récidive, donc c'est bien ce qui me fait peur. Donc je m'attends à tout, au mieux comme au pire, donc je sais pas. Donc si vous avez la même peine que Youssouf, vous serez soulagé aussi? Ah bah je serais hyper soulagé. Ah, tout à fait. Tout à fait. D'accord. 6 mois de sursis, 2 ans de mise à l'épreuve, ça paraît pas beaucoup. Ah mais dis-toi que t'es pas passé par la case prison, quoi. Non, déjà, ouais. La privation de liberté, t'inquiète, vaut mieux ça que... Ah ouais, ça, non, il n'y a pas photo. Et vous, quand on vous a annoncé la sanction? Ah bah ça m'a fait un peu comme Youssouf, quoi, pareil, 2 ans. Moi, je me suis mis à pleurer, quoi. Mais, bah clair, quoi. Ouais. Et puis en fait, après, 2 ans d'emprisonnement. Déjà 15 jours, je vais pas dire que je devenais fou, quoi, mais... je devenais pas fou quand même, quoi, mais prendre son mal en patience, quoi, quand on est là-bas. Ni plus ni moins. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. Après, 2 ans, c'est long. Ouais, 2 ans, c'est long. Mais c'est quand même justifié par rapport à ce que j'ai fait, quand même. Ça, c'est clair. Vous exprimez vraiment finalement cette idée que à un moment donné, la condamnation a fait que vous avez été obligé de revoir vos comportements. Clair. Ça vous a mis un coup d'arrêt. Pour moi, oui, clair. Bien sûr. Est-ce que c'est le fait de la relation qui a été difficile qui fait que ce sera plus pareil, ou parce qu'à un moment donné, ça a conduit à des actes de violence ou pas, ou en tout cas le point qu'on connaît, ou la justice? Oui, tout à fait, parce que c'est un gros gâchis. On n'aurait jamais dû on arrive là, ni moi ni elle. Ça c'est sûr. C'est un gâchis des 2 côtés et des 3 côtés avec les enfants, quoi. On arrivait là, c'est-à-dire aux violences ou devant les tribunaux? Bah c'est pareil. Ouais. C'est pareil, parce que le tribunal condamne mes violences, je trouve ça normal. Tout à fait, donc c'est lié, quoi. Mais je trouve que c'est plus un gâchis qu'autre chose. C'est sûr. Et vous, François, qu'est-ce qui serait passé si la justice... Je sais toujours pas. Et donc ça veut dire qu'il y aurait eu des nouvelles violences? C'était les premières? Ça aurait pu même aller jusqu'au pire, quoi. Pire, c'est-à-dire? Je vous fais pas de dessin, je pense. Pas. Vous pensez au meurtre? Ouais. Mais voilà, c'est tout un tas de choses qui font... Ouais, c'est... C'était la première fois? De moi? Ouais. Ouais. Avant, je l'ai repoussé, je lui ai dit tu me saoules, machin truc, mais jamais je lui ai fait ce que je lui ai fait là. Jamais. J'ai jamais fait ça à personne, même à un homme. Et ensuite, juste après qu'elle ait appelé la police, que la police soit venue? Bah, elle est sortie. Elle a pris la petite, elle est sortie. Et vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Ah, rien à foutre. Pour être poli, quoi. Mais j'étais même pas en boule de nerfs, quoi. Il y avait mes 2 grands qui étaient là, j'aurais dit posez-vous sur le canapé, regarde la fin du film, quoi. La différence, quoi. Entre le moment où ça s'est passé, que c'était quand même super violent, et 10 minutes après, je suis assis dans mon canapé et je regarde un film. Mais vous disiez que c'est elle qui a appelé la police à ce moment-là? Ouais. Et après, elle est partie, c'est ça? Ouais, après elle est partie, ouais. Après, Vous pensez qu'elle a bien fait? Oui, sur cet instant T, hein, entend. Oui et non, ouais, si elle avait... Non, parce que je peux pas répondre à votre question, je réponds pas à votre question, en fait. Là. C'était avant déjà qu'il y avait à faire quelque chose. Vous auriez voulu qu'elle fasse quoi avant? S'écraser. D'accord. Entre guillemets, s'écraser. Mais moi, ouvrir sa bouche, moi, me rabaisser, moi... Là, vous êtes vraiment sur ce jour-là ou dans les mois, jours, mois, semaines même antérieurs? les 4 années auparavant. D'accord. C'est un tout, en fait. C'est que là, en fait, j'ai pété les plombs au bout de 4 ans, voilà. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Ce qui est arrivé, il a tenté de me tuer en m'étranglant.
j'aurais porté plainte plus tôt, peut-être que je serais morte plus tôt. Hein. Parce que quand vous portez plainte et puis que votre mari, on le relâche, il rentre à la maison, là, je suis sûre que j'aurais pas été loin. Que là, il n'a pas été mis en liberté, il a été puni. Donc c'est différent. On a décidé de faire bénéficier d'un téléphone grand danger. Voilà, l'origine, les éléments sur vous, votre ex-époux, hein, c'est ça? Non, votre époux, hein, puisque j'ai eu la décision du juge aux affaires familiales, et puis l'audition, puisque on a demandé que vous soyez entendu par les services de police. Je vous laisse parler un petit peu. Quand il a été incarcéré, immédiatement, le jugement a eu lieu rapidement. Madame Gilardot de la maison d'arrêt d'Ony m'a appelé. Il m'a demandé si je souhaitais un portable pour me protéger à sa sortie. Je lui ai dit oui. Donc en fait, c'est un dispositif qui vous permet... Oups. En appuyant 3 fois sur cette touche, là on va vous montrer comment ça marche. On a 1, 2, 3, ça marche. Voilà, ça lance une procédure d'alerte. Et donc... soit vous arrivez à dire, et ce qui est le plus important, c'est de dire où vous êtes et ce qui se passe. Soit même si vous n'arrivez pas à parler, ils appellent et ils voient, et à ce moment-là, le service de police est contacté immédiatement et on fait le point. Ça représente aussi le fait que la justice considère aussi que vous êtes en très grand danger et qu'il faut vous protéger. Le but, c'est qu'on arrive à normaliser les choses. À un moment donné, il faudra que vous puissiez... soit rediscuter, soit plus rediscuter du tout parce qu'il ne viendra plus. Vous avez un enfant en commun, mais elle est grande. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que c'est quand même important. C'est pas la solution magique, quoi. Ça n'a rien de magique, c'est juste un dispositif concret d'alerte au cas où. Est-ce qu'il a été informé de la remise du téléphone à madame? Non, il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Non. Donc il ne sera pas informé. Non. D'accord. Il n'est pas informé. Il est informé des obligations qu'il a, c'est-à-dire de ne pas rentrer en contact. Il y a des décisions du juge des affaires familiales. Il a été reçu par le juge d'application des peines. Le SPIP aussi. Mais il n'est pas informé. Vous n'avez pas à le dire non plus. D'accord. Il n'est pas informé. Non. C'est pas un moyen de pression sur lui, c'est un moyen de protection pour vous. D'accord. D'accord. Quand on appuie sur cette touche 3 fois, 3 fois, donc on a quelqu'un automatiquement. Oui, qui sait qui vous êtes. Voilà. Qui a votre fils. Et alors? Et alors, il vous demande ce qui se passe, vous allez lui parler, où vous êtes, qu'est-ce qui se passe, et il alerte immédiatement le service de police. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Donc la première chose à dire à l'opérateur, c'est où vous vous trouvez, où vous êtes. Et puis, donc le plus précisément possible, et puis la nature de la menace. Voilà. D'accord. Donc c'est sûr qu'en situation de panique, vous ferez ce que vous pourrez. Oui. Hein, mais essayez de, voilà, je fais des axes simplement où je suis, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. Hein, on peut vous remercier, parce qu'elle a été vraiment bien prise en charge, madame. Oui. Vraiment. Partout, dès le début. Oui. Par le commissariat, depuis madame le juge des affaires familiales aussi. Qui a été extrêmement efficace. Oui. Donc, elle nous a rendu une décision en 24 heures. Donc, c'est sûr que dès le départ au commissariat, si on est, si on est bien accueilli, bien pris en charge, ça y fait. Hein. Parce que si on est, un petit peu bousculé, on n'a plus envie de se défendre. Dans ce cas-là, on n'a même pas envie de se défendre. Donc si on n'est pas aidé au départ, il n'y a rien qui va après. Oui, je vous entends. Oui, c'est ça. Oui. Quand j'y pense, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On est dans un monde de fous, de folie. C'est inimaginable. Vous avez combien d'enfants? J'avais 5 enfants. C'était une super infirmière. Elle arrivait toujours avec le sourire.
Et jamais, jamais elle m'a parlé de quoi que ce soit. Badjelina, à côté des patients, c'était un ange. Et elle nous parlait beaucoup de ses enfants et de sa famille. Pas facile de dire quelque chose là-dessus, parce que moi, la question que je me pose tout le temps, c'est celle de savoir pourquoi souvent les plaintes des femmes sont suivies d'un silence assourdissant. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui portent plainte. On incite les gens à parler. Quand il y a des violences, il faut parler. Il faut le dire. Mais quand elles vont porter plainte, et qu'il n'y a que le silence qui s'en suit. Voilà. Oui, il faudrait que la justice soit plus près de ces problèmes-là. Oui. À commencer par la police. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Il faut que ces plaintes-là soient prises au sérieux. Tout le temps, c'est le même scénario. Elle a été battue pendant longtemps, les gens le savaient, elle avait déjà porté plainte, donc rien n'a été fait jusqu'à la mort. Il n'y a pas eu de solidarité. Voilà. Non plus, quoi. Ouais. Je voudrais donc, au nom de la mission interministérielle de protection des femmes, vous dire d'abord toute ma solidarité à vous, ceux qui êtes de sa famille, beaux-frères, cousins, cousines, frères. Si on veut que les violences faites aux femmes cessent, il faut que toute la société prenne conscience de la dangerosité des hommes violents. En 2012, en France, nous avons eu 148 femmes tuées, 25 enfants tués du fait des violences dans le couple. En tout, 307 personnes sont mortes du fait des violences dans le couple. Je suis là aujourd'hui pour parler au nom de la famille et au nom de surtout des enfants. Ils n'ont pas pu se déplacer ce matin pour être là, mais ils m'ont demandé quand même de faire part un message aux voisins. Il y a le plus petit qui a 10 ans qui est sorti de la maison pour aller sonner dans d'autres maisons. Il n'y a pas eu de geste. Cette passivité a entraîné ce drame, odieux comme on le dit, de la part de son mari. Mais je pense que si les voisins avaient un peu aidé, peut-être qu'on n'allait pas arriver à ce niveau. Même quand il y a eu l'acte, ils nous décrivaient les enfants pour dire que quand leur maman était là en train de saigner, avant l'arrivée des secours, ils ont appelé à l'aide. C'est les enfants qui ont essayé de faire un garrot, de faire des compressions pour éviter à ma soeur de saigner davantage. Quand il y a une main courante ou bien quand il y a une plainte, il faut qu'il y ait des suites derrière. Parce qu'il y avait un ras-le-bol. Ma soeur, elle était fatiguée à un moment donné et elle a attendu la fin. Et ce n'est pas cette fin souhaitée. Je vous remercie. Je vais montrer les rôles que je dois faire dans ma vie. Ça, c'est l'écolier. Mais l'écolier sage et calme qui doit tout le temps avoir des bonnes notes, sinon mon père il va voir ma mère et lui dit que c'est sa faute parce que c'est une mauvaise mère et elle n'arrive pas à m'éduquer. Après, ça, c'est moi en maître Yoda pour calmer mon papa qui est très souvent en colère. Puis ça, c'est moi le diplomate. C'est quand je dois résoudre les problèmes entre mon père et ma mère quand ils se disputent. Et puis ça, c'est moi, Jules, l'infirmier de la tristesse de ma maman. Parce qu'elle est triste à cause de ce que mon papa lui a fait. Et puis ça, c'est moi, Jules. C'est la personne que j'aimerais être sans avoir les problèmes avec mon père et ma mère. J'aimerais être juste un enfant normal. Alors moi, je suis dans la maison. Je regarde dans la fenêtre, mon père étranglait ma mère. Et
ce qu'il a fait, il était énervé, mais ce qu'il avait fait, c'était pas drôle. Et dans mon cœur, je laisse un très grand espace à ma mère dans mon cœur et j'espère si elle c'est pas avec lui, elle vivra avec une jolie vie. Et voilà. J'étais en train de dormir et j'ai entendu mon père crier. Et là, je suis sortie et j'ai vu mon père taper ma mère. Il y avait du sang sur la moquette. J'avais vraiment peur. Et là, je suis sortie par la fenêtre pour appeler les voisins. J'avais mal aux pieds parce qu'il y avait des roses. Et j'avais pris une écharpe sur mon pied. Et je suis allée voir les voisins. Ils m'ont aidée, ils ont appelé la police et mon père a été arrêté. Mais j'avais toujours peur qu'ils viennent dans la nuit. Alors, tous ces dessins sont des dessins des enfants et par rapport à la violence qu'ils ont vécue à la maison, la violence de leur père contre leur mère. Ici, dans ce premier dessin, on a une petite fille qui a environ 10 ans. Et sa vie est une longue série de gestion des urgences. Ces jours-là, elle est en train de jouer dans son jardin. Sa mère, elle est très déprimée. Souvent, on va voir que les victimes de violences conjugales sont déprimées. C'est une dépression réactionnelle à la violence qu'elles vivent. Sa mère, elle est allongée sur le canapé. Son père va rentrer et il est très en colère parce que madame n'a pas fait le ménage, ne s'est pas occupée des choses à la maison. Et donc, la petite, elle va voir du jardin son père prendre une bouteille et faire un geste menaçant et frapper la mère avec la bouteille. La petite, elle a très très peur et elle a déjà assisté à ce type de scène dans le passé. Elle se dit qu'elle va essayer de jeter les ballons qu'elle a contre la bouteille pour la faire tomber, mais elle a très peur que si elle fait ça, elle risque de blesser la petite sœur que monsieur tient dans les bras qui a 8 mois. Donc elle doit prendre une décision dans une demi-seconde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait que si elle appelle à l'aide, il se peut que les voisins ne viennent pas. C'est déjà un produit qu'elle essaie d'appeler à l'aide dans le voisinage. Personne ne vient, personne ne veut s'interposer. Et donc, elle se trouve face à un thème très classique chez ces enfants, que c'est un conflit de protection. C'est pas autant un conflit de loyauté, est-ce que j'aime plus maman ou est-ce que j'aime plus papa? C'est plus le problème de qui est-ce que je dois protéger. Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est ma petite sœur? Est-ce que c'est moi-même? Et donc, dans cette demi-seconde, elle doit prendre seule des décisions qui, pour elle, sont des décisions de vie ou de mort et de comment intervenir. D'un côté, ces enfants ont besoin de soins spécialisés parce qu'ils ont vécu et ils vivent toujours une situation traumatique. D'un autre côté, on voit dans la recherche et on voit dans la pratique que c'est la minorité des auteurs de violences conjugales qui sont dans la reconnaissance de leur violence. Ça implique qu'on ne peut pas faire de soins avec ces enfants. Cette année, ici à l'Institut de victimologie, on a eu 200 demandes de nouveaux suivis pour des enfants dans lesquels un tiers des demandes, on n'a pas pu donner suite parce que le parent auteur s'est opposé aux soins. Puisque c'est la dernière séance, c'est la séance du bilan. La prévention, c'est la prise de conscience par les auteurs de leurs actes. C'est le rôle des groupes de parole, essentiel pour éviter la récidive. Mais malgré les discours des pouvoirs publics, leur mise en place et leur existence sont sans cesse remis en question. Ça va être de revenir un petit peu sur ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez repensé au passage à l'acte? Est-ce que vous y avez repensé surtout par rapport à l'avenir aussi? Moi, je suis pas prêt de me remettre au ménage avec quelqu'un. Je me sens pas prêt. Pourquoi? Parce qu'après mon ex-femme, j'ai été avec une autre femme. Et ça a dégénéré aussi, quoi. Et là, avec le recul, avec tout ce qui a été dit sur le groupe, est-ce que du coup, vous y avez réfléchi à ça? Parce que ça a été abordé à un moment. Ouais. Le pourquoi je me retrouve dans cette situation, pourquoi l'histoire se répète? Moi, je lui dis, j'ai pas envie d'être avec une femme et de la frapper. C'est pas mon truc. Je suis pas
va dire entre guillemets, un homme qui aime frapper les femmes. Hein. C'est pas du tout mon caractère et c'est pas, on va dire, mon projet de vie, quoi, de rentrer chez moi et un jour je mets une claque, un jour je mets une culture.